Je tremblais encore après 14 heures de travail lorsque mon mari a baissé les yeux vers notre fils nouveau-né et a dit, avec la voix la plus glaciale que je lui ai jamais entendue, « Fais un test ADN. Ce bébé ne peut pas être mon fils. » La chambre a plongé dans un silence de mort. Je pouvais à peine soulever ma tête de l'oreiller d'hôpital, mais je me souviens avoir serré mon bébé plus fort contre ma poitrine tandis que l'infirmière se figeait à côté du moniteur et que ma mère, debout près de la fenêtre, avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait de couper le souffle. 5 jours plus tard, le médecin est entré dans ma chambre d'hôpital, a jeté un regard à mon mari et a blêmi. « Verrouillez la porte », a-t-il chuchoté. « Appelez la police immédiatement. » Camille Laurent avait toujours cru que l'humiliation arrivait bruyamment, avec des cris, du verre brisé, des mots cruels jetés à travers une pièce. Elle n'aurait jamais imaginé que la pire humiliation de sa vie arriverait silencieusement, sous les néons blafards d'un hôpital, tandis que la neige tombait doucement contre les fenêtres de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. La chambre sentait encore légèrement l'antiseptique et les couvertures chaudes. Les machines bipaient à un rythme lent et régulier. Son corps lui faisait mal d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Chaque respiration tirait sur ses muscles déchirés par l'accouchement. Et pourtant, aucune de ces douleurs n'était comparable à l'expression sur le visage de Julien lorsqu'il regardait leur fils. Ni confusion, ni choc, mais du dégoût. Leur petit garçon n'était au monde que depuis 3 minutes. Camille se souvenait encore de l'infirmière le posant contre sa poitrine, de ses petits cris tremblants qui résonnaient dans la pièce pendant que les larmes coulaient sur son visage. Léo avait la peau chaude, de doux cheveux blonds et des yeux gris-bleus qui clignaient lentement sous les lumières vives. Julien l'avait à peine touché. Puis est venue la phrase qui a tout brisé. « Fais un test ADN. Ce bébé ne peut pas être mon fils. » Au début, Camille a honnêtement cru avoir mal entendu. Son esprit était embrouillé par l'épuisement et les médicaments. Elle l'a regardé d'un air vide, attendant un sourire qui n'est jamais venu. « Julien » a-t-elle murmuré faiblement. Mais il a reculé du lit comme si l'enfant le dégoûtait. « Ne fais pas ça » a-t-il dit d'un ton neutre. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire. L'infirmière a maladroitement ajusté la couverture du bébé et a jeté un coup d'œil vers la porte, souhaitant visiblement disparaître. La mère de Camille, Sophie, se tenait figée près du canapé, son sac à main toujours accroché à son épaule après s'être précipitée à l'hôpital pendant la tempête de neige. « Qu'est-ce ce qui ne tourne pas rond chez toi » a finalement explosé Sophie. Julien l'a ignoré. Ses yeux restaient fixés sur Léo. Ce bébé ne me ressemble pas du tout. Camille a senti son estomac se nouer. Non pas à cause de l'accusation elle-même, mais à cause du calme avec lequel il l'avait prononcée. Les gens calmes étaient dangereux. Les gens calmes avaient déjà pris leur décision. Julien, a-t-elle murmuré à nouveau, les larmes brûlant ses yeux gonflés. Je ne t'ai jamais trompé. Il a lâché un petit rire amer. Les femmes disent toujours ça. Ces mots ont frappé plus fort qu'elle ne l'aurait cru, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il semblait répété, comme quelque chose qu'il avait préparé bien avant d'entrer dans cette chambre. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Camille est restée éveillée dans la pénombre de la chambre d'hôpital, écoutant Léo respirer dans le berceau à côté de son lit. La neige continuait de tomber à l'extérieur, recouvrant le parking d'une lumière argentée. Julien n'est jamais remonté. Une infirmière a fini par admettre l'avoir vu assis seul dans sa voiture pendant près de 2 heures. Le lendemain matin n'a fait qu'empirer les choses. Julien a refusé de signer les papiers de déclaration de naissance. Il regardait à peine Léo. Chaque conversation semblait coupée, tendue, empoisonnée par quelque chose que Camille ne comprenait pas totalement. Et sous l'humiliation, sous la peur, un autre sentiment a lentement commencé à s'immiscer dans sa poitrine. La confusion. Parce que le comportement de Julien ne semblait pas impulsif. Il semblait préparé. Ils étaient mariés depuis 6 ans. Camille connaissait ses habitudes. La façon dont il faisait craquer ses jointures quand il était nerveux. La façon dont il fuyait le contact visuel pendant les disputes. La façon dont sa voix devenait plus aiguë lorsqu'il mentait. Maintenant, il clignait à peine des yeux. Le 2e jour après la naissance, Camille l'a remarqué en train de se disputer doucement avec quelqu'un dans le couloir. Elle ne pouvait pas entendre chaque mot à travers la porte entr'ouverte, mais elle en a saisi assez. « Pas ici », a sifflé Julien. Un homme a répondu doucement, « Tu avais dit que c'était réglé ». Camille a froncé les sourcils faiblement depuis son lit, mais le temps qu'elle atteigne la porte, l'inconnu avait disparu. « Qui c'était » a-t-elle demandé.
Julien n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Un collègue. Les gens travaillent encore pendant que tu es couché au lit. La cruauté de sa voix l'a laissé sans voix. Au troisième jour, la tension dans la chambre était devenue insoutenable. Sophie détestait ouvertement Julien maintenant. Les infirmières échangeaient des regards gênés à chaque fois qu'il entrait. Léo, heureusement inconscient, dormait paisiblement la plupart du temps. Puis une autre chose étrange s'est produite. Une infirmière plus âgée nommée Béatrice est entrée pendant le contrôle des constantes du soir de Camille. Elle s'est arrêtée près du lit, a regardé Léo pendant un long moment, puis a regardé directement Julien. Quelque chose a changé dans son expression. Pas du jugement, de la reconnaissance. Seulement pendant une seconde. Puis ça a disparu. Tout va bien, ma grande, a demandé doucement Béatrice à Camille. Camille a hoché la tête machinalement, mais Béatrice ne semblait pas convaincue. Le même soir, Camille a de nouveau surpris Julien au téléphone près des distributeurs de café à l'extérieur du service maternité. J'ai dit que je m'en occupais, a-t-il marmonné durement. Une fois qu'elle aura signé les papiers du rachat de crédit hypothécaire, on en a fini. Camille s'est figée derrière le mur. Des papiers de rachat de crédit hypothécaire. Ils avaient discuté de renégocier le prêt de la maison des mois auparavant, mais rien ne s'était encore concrétisé. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Soudain, sa poitrine s'est serrée. Lorsque Julien a remarqué qu'elle se tenait là, toute son expression s'est durcie. « Tu ne devrais pas encore te lever » a-t-il dit. « Quel papier de rachat de crédit » a-t-elle demandé. « Bordel » a-t-il marmonné en se frottant le front. « On doit vraiment faire ça maintenant ?»« Julien, de quel papier parles-tu » Il l'a regardé pendant plusieurs secondes avant de soupirer de façon dramatique. « J'essayais de te protéger du stress pendant la grossesse. »« Me protéger de quoi ?»« La maison est sous pression financière. » Camille a cligné des yeux, confuse. « Mais de quoi tu parles ?»« On va très bien. »« On allait très bien » a-t-il corrigé doucement. Cette phrase l'a hanté toute la nuit. On allait. Pas on va. Pas on ira. On allait. Le quatrième jour, Camille a secrètement appelé sa banque pendant que Julien était descendu chercher un café. La conseillère au téléphone semblait hésitante. « Madame Laurent » a-t-elle dit prudemment. « Un retrait important sur votre crédit renouvelable a été effectué il y a 3 mois. » Camille s'est assise brusquement malgré la douleur fulgurante dans son abdomen. « Quel retrait ?» Le silence à l'autre bout du fil est soudain devenu prudent. « Madame, votre signature figure sur les formulaires d'autorisation. » Le sang de Camille s'est glacé car elle n'avait jamais rien signé. Cette nuit-là, elle a à peine dormi. Chaque souvenir de l'année écoulée a commencé à repasser différemment dans son esprit. Julien s'occupant de la plupart des finances. Julien insistant pour qu'elle utilise des signatures électroniques parce que la grossesse l'épuisait. Julien prenant des appels privés à l'extérieur de la maison. L'homme qu'elle avait épousé lui semblait soudain être un étranger portant le visage de son mari. Puis est venu le 5e jour. La tempête de neige s'était enfin calmée à l'extérieur. Un pâle soleil d'hiver filtrait à travers les stores de l'hôpital pendant que Camille nourrissait Léo tranquillement dans son lit. Julien était assis dans le coin, faisant défiler l'écran de son téléphone, à nouveau calme. Trop calme. Des coups secs à la porte ont brisé le silence. Le docteur Mercier est entré dans la chambre, tenant un épais dossier médical. Au début, il avait l'air normal. Puis, ses yeux se sont posés sur Julien, et il a blêmi. Pendant une seconde terrifiante, personne n'a bougé. Puis, le docteur Mercier a lentement reculé vers le couloir. « Verrouillez la porte » a-t-il dit doucement. Une infirmière derrière lui s'est immédiatement figée. Le médecin n'a jamais quitté Julien des yeux. Appelez la police immédiatement. Pendant 3 longues secondes après que le médecin a prononcé ces mots, personne dans la pièce n'a bougé. Le moniteur à côté du lit de Camille continuait son doux bip mécanique. Léo a bougé faiblement dans ses bras, et par la fenêtre de l'hôpital, la circulation lyonnaise s'écoulait paisiblement dans la pâle matinée d'hiver, comme si le monde ne venait pas de basculer. Julien a été le premier à parler. « C'est quoi ce bordel » a-t-il demandé en se levant lentement de la chaise près du mur. Mais sa voix avait changé. L'arrogance calme que Camille subissait depuis des jours avait soudainement disparu, remplacée par quelque chose de plus tendu, de tranchant et de dangereux. Le docteur Mercier a fait un autre pas en arrière dans le couloir.
La sécurité est déjà en route, a-t-il dit prudemment. Camille les regardait tour à tour, confuse, son pouls battant douloureusement contre les points de suture de son abdomen. Que quelqu'un me dise ce qui se passe. Personne ne lui a répondu. La mâchoire de Julien s'est contractée, puis il a souri, une expression fine et sans humour que Camille n'avait jamais vue auparavant. Vous vous trompez de personne. Le docteur Mercier n'a pas scié. Je ne crois pas, le silence qui a suivi était insoutenable. Puis Julien a bougé très vite. Il s'est précipité vers la porte si soudainement que l'infirmière près de l'entrée a crié. Le docteur Mercier a trébuché en arrière alors que Julien le bousculait pour sortir dans le couloir, renversant un chariot de matériel qui s'est écrasé violemment sur le sol. Julien, a crié Camille instinctivement. Mais il ne s'est pas retourné. En quelques secondes, des voix ont éclaté à l'extérieur de la chambre. Des agents de sécurité criaient, des infirmières couraient, des bruits de pas résonnaient lourdement sur le sol poli de l'hôpital. Et puis est venu le son que Camille se rappellerait pour le reste de sa vie. Un tasé. Un corps frappant le sol. Quelqu'un hurlant, les mains dans le dos. Léo s'est réveillé en pleurant dans ses bras. Camille est restée figée dans le lit d'hôpital, tout son corps tremblant violemment sous la couverture. Sophie s'est précipitée du coin de la chambre et a attrapé l'épaule de Camille. Ne bouge pas, ma chérie, a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. Qu'est ce qui se passe, a haleté Camille. Maman, qu'est ce qui se passe. Sophie avait l'air tout aussi terrifiée qu'elle. Deux policiers en uniforme sont entrés quelques instants plus tard, suivis d'une femme en civil portant un manteau en laine sombre et un brassard de police au bras. L'expression de la femme s'est légèrement adoucie lorsqu'elle a vu Camille tenir le bébé. Madame Laurent, a-t-elle demandé doucement. Camille a hoché la tête. La femme a fait une pause avant de parler, comme si elle choisissait soigneusement chaque mot. Je suis le capitaine Chloé Rousseau, de la police judiciaire. La pièce a tournoyé. Camille pensait honnêtement qu'elle avait des hallucinations dues à la fatigue. La police judiciaire. Ces mots n'avaient pas leur place dans sa vie. Ils appartenaient aux séries télévisées, aux tribunaux, aux documentaires criminels, pas aux services de maternité avec leurs couvertures pastel et leurs nouveau-nés endormis. Il y a une erreur, a murmuré Camille machinalement. Le capitaine Rousseau a tiré une chaise près du lit. Je crains que non. Dans le couloir, Camille pouvait encore entendre des cris étouffés et le grésillement des radios. Les petits doigts de Léo se sont instinctivement recroquevillés sur le tissu de sa blouse d'hôpital tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Qu'est ce que Julien a fait? La policière a échangé un regard rapide avec l'un des agents en uniforme. Puis elle a posé une question qui a glacé le sang de Camille. Depuis combien de temps connaissez-vous votre mari sous le nom de Julien Laurent? Connaître? A balbutié Camille. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et avant cela, nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans. Le capitaine Rousseau a hoché la tête lentement. Madame, l'homme que vous avez épousé ne s'appelle pas Julien Laurent. Ces mots ont frappé plus fort que l'accusation dans la salle d'accouchement. Camille l'a regardé d'un air absent. Non, a-t-elle chuchoté. Non, c'est impossible. Rousseau a ouvert un dossier fin et a glissé une photographie sur la couverture. La photo montrait Julien, mais plus jeune, plus mince, debout à côté d'une femme que Camille n'avait jamais vue. Sous la photo, il y avait un autre nom. Maxime Renard. Camille a senti le sang quitter son visage. Non, a-t-elle répété faiblement. Nous le traquons depuis plus de 4 ans, a continué Rousseau avec précaution. Multiples identités, fraude financière, escroquerie bancaire, usurpation d'identité dans plusieurs régions de France. Sophie a couvert sa bouche d'horreur. Camille a baissé les yeux vers la photographie à nouveau. Les yeux étaient les mêmes, la bouche, la posture, mais d'une manière ou d'une autre, l'homme sur la photo avait l'air plus froid, plus méchant, comme si la version assise à côté d'elle tous les jours n'avait été qu'un déguisement. Il ciblait des femmes avec une situation financière stable, a poursuivi silencieusement Rousseau. Surtout des femmes possédant des biens immobiliers, des économies ou un potentiel d'héritage. La respiration de Camille est devenue superficielle. Non. Nous pensons qu'il manipulait les relations afin d'avoir accès aux actifs financiers. Soudain, chaque souvenir de l'année écoulée s'est transformé en quelque chose de sordide. Julien insistant pour gérer les impôts. Julien encourageant les signatures électroniques. Julien renégociant le prêt de la maison.
Julien l'isolant des décisions financières pendant la grossesse sous prétexte que le stress n'était pas bon pour le bébé. Le mariage tout entier de Camille a commencé à s'effondrer dans son esprit comme du bois pourri. Elle a dégluti difficilement. Pourquoi maintenant? Pourquoi à l'hôpital? Le docteur Mercier s'est finalement avancé, tenant fermement le dossier médical contre sa poitrine. À cause des analyses de sang. Camille a froncé les sourcils faiblement. Quelles analyses? Le médecin a hésité. Lorsque votre fils est né, le dépistage de routine a soulevé des incohérences. Votre mari affirmait n'avoir subi aucune intervention chirurgicale antérieure, mais ses marqueurs médicaux suggéraient le contraire. Julien. Maxime avait toujours détesté les hôpitaux. Il voyait rarement des médecins. Camille a soudain réalisé qu'elle n'avait jamais remis cela en question. Le docteur Mercier a continué prudemment. Il y avait des indications d'une vasectomie pratiquée il y a des années. Camille l'a dévisagé. Quoi? Nous ne comprenions pas pourquoi il l'avait caché. La pièce est devenue floue à nouveau. Mais Léo est son fils, a murmuré Camille instinctivement. Je ne l'ai jamais trompé. Nous le savons, a dit doucement le capitaine Rousseau. Camille a levé les yeux brusquement. L'officier a hoché la tête une fois. Nous avons déjà confirmé la paternité. Pour la première fois en 5 jours, Camille a senti l'air entrer à nouveau dans ses poumons. Le soulagement l'a percuté si fort que ça a presque fait mal, mais cela n'a duré que quelques secondes. Alors pourquoi m'a-t-il accusé, a-t-elle murmuré. Personne n'a répondu immédiatement. Et dans ce silence, Camille a lentement compris quelque chose de terrifiant. Parce qu'il ne s'était jamais agi du bébé. Le capitaine Rousseau s'est légèrement penché en avant. Nous pensons qu'il avait l'intention de vous déstabiliser émotionnellement avant d'entamer des procédures de séparation financière. Camille a cligné des yeux. Quoi? Il a vidé une grande partie de vos comptes communs au cours des 11 derniers mois. Si vous paraissiez émotionnellement instable après l'accouchement, cela renforcerait sa position juridique concernant la maison et les comptes restants lors d'un divorce. Sophie a juré entre ses dents. Camille s'est sentie physiquement malade. Il avait planifié tout ça. L'expression de Rousseau s'est durcie. Nous le pensons, oui. Une onde profonde s'est installée dans la poitrine de Camille. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle comprenait soudain à quel point elle avait fait totalement confiance à quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. Elle a pensé à chaque dîner d'anniversaire de mariage, à chaque conversation de fin de soirée, à chaque promesse chuchotée à côté d'elle dans le lit. Tout était répété, tout était calculé. Et pourtant, la partie la plus cruelle n'était pas l'argent. C'était Léo. Parce que Maxime avait regardé directement son propre fils nouveau-né et Scène était servi comme d'une arme sans aucune hésitation. Camille a baissé les yeux vers le bébé endormi contre sa poitrine. La petite respiration de Léo restait paisible, innocente, épargnée par la laideur qui se déroulait autour de lui. Il savait que le bébé était de lui, a-t-elle murmuré. Le capitaine Rousseau a hoché la tête d'un air sombre. Oui. Camille a fermé les yeux. Quelque chose en elle s'est brisé silencieusement. Pas de façon dramatique, pas bruyamment. Juste une rupture lente et irréversible d'une confiance si profonde que sang était presque physique. Des heures plus tard, après des dépositions formelles et des questions interminables, Camille s'est finalement retrouvée seule dans la pénombre de la chambre d'hôpital tandis que la neige fondue s'écoulait régulièrement à l'extérieur des fenêtres. Sophie était descendue prendre un café. Léo dormait à côté du lit dans le berceau. La télévision fixée près du plafond diffusait les informations locales en sourdine. Puis soudain, elle l'a vu. Maxime Renard, portant toujours le même pull sombre que dans la salle d'accouchement, menotté, escorté par des policiers à travers le parking de l'hôpital. Le journaliste parlait silencieusement sous des titres déroulants que Camille pouvait à peine traiter. Un suspect de fraude à l'identité arrêté dans un hôpital lyonnais. Camille fixait l'écran sans cligner des yeux. L'homme poussé dans la voiture de police ne ressemblait en rien au mari qu'elle pensait avoir épousé. Et pourtant, de façon déchirante, il avait exactement la même apparence. Vers la fin des images, Maxime a brièvement levé la tête vers les caméras. Pendant une seconde glaçante, ses yeux ont croisé l'objectif. Froid, vide, et absolument sans peur. Camille a soudain réalisé quelque chose de terrifiant. L'arrestation n'était pas la fin de son cauchemar. Ce n'était que le moment où elle en découvrait enfin le véritable nom. Au moment où Camille a quitté l'hôpital Édouard Herriot,
l'histoire s'était déjà répandue dans tout Lyon. Pas toute l'histoire, bien sûr. La société attendait rarement toute l'histoire de nos jours. Les chaînes d'information locales avaient réduit sa vie à des gros titres dramatiques et à des images floues du parking de l'hôpital. La PJ arrête un escroc à la maternité. Une femme découvre la double vie de son mari après avoir accouché. Chaque file d'attente à la caisse du supermarché semblait exposer son humiliation à côté des divorces de célébrités et des scandales politiques. Des inconnus la reconnaissaient dans les cafés, même pendant les rendez-vous chez le pédiatre de Léo. Certains avaient l'air compatissants. D'autres semblaient curieux. Quelques-uns avaient un regard moralisateur. Ceux-là étaient les pires. Camille a vite appris que la sympathie du public avait des limites, surtout pour les femmes considérées comme trop naïves. Il y avait toujours une accusation invisible cachée sous la gentillesse des gens. Comment avez-vous pu ne rien voir? La vérité était simple, parce que l'amour modifie la façon dont les gens interprètent le danger, surtout les personnes seules, surtout les personnes pleines d'espoir. Le premier mois suivant l'arrestation de Maxime l'a presque détruite. Physiquement, elle se remettait encore de l'accouchement. Émotionnellement, elle avait l'impression que quelqu'un avait écorché toute sa vie et exposé chaque nerf à vif. Certains matins, elle se réveillait en panique parce qu'elle avait brièvement oublié tout ce qui s'était passé. Puis la réalité revenait d'un coup, lourde et étouffante. La situation du prêt immobilier était encore pire que ce que la police ne le pensait initialement. Maxime avait secrètement emprunté sur la maison à plusieurs reprises en utilisant des signatures électroniques falsifiées. Près de 80% des économies de Camille avaient disparu à travers des comptes écrans qu'elle ne comprenait pas. Des cartes de crédit qu'elle n'avait jamais ouvertes apparaissaient à son nom. Des agents de recouvrement ont commencé à appeler avant même que Léo n'ait 3 semaines. Et puis est venue l'humiliation sociale. Les parents de l'école primaire Jules Ferry, où Camille était institutrice en CE2 depuis presque 7 ans, chuchotaient lorsqu'elle est brièvement retournée finaliser les papiers de son congé maternité. Près de la machine à café, une femme a baissé la voix et murmuré « Ce pauvre bébé ». Une autre a répondu doucement « Quand même, il devait bien y avoir des signes ». Camille a entendu chaque mot. À la maison, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. Sophie essayait d'aider, mais l'inquiétude l'avait transformée en une personne constamment en colère. Elle maudissait Maxime tous les jours, menaçait de lancer des procès qu'elle ne pouvait pas payer, et pleurait dès qu'elle pensait que Camille ne regardait pas. Pendant ce temps, la mère de Maxime, Brigitte Renard, bien que Camille ait encore du mal à l'appeler par ce nom, laissait des messages vocaux de plus en plus hostiles. « Vous avez humilié notre famille publiquement. Vous avez ruiné sa vie. Vous auriez dû soutenir votre mari. » La cruauté impressionnait presque Camille parfois. Même maintenant, les gens trouvaient le moyen de blâmer la femme qui saignait sur un lit d'hôpital plutôt que l'homme qui commettait des crimes passibles des assises. Pourtant, la solitude restait la partie la plus difficile. La nuit, après avoir nourri Léo, Camille s'asseyait souvent seule dans le salon sombre, regardant la rue pavillonnaire tranquille à l'extérieur de la maison que Maxime avait failli lui voler. L'hiver s'est doucement adouci pour laisser place au début du printemps. La neige a fondu sur les trottoirs. Les voisins promenaient leurs chiens sous les couchers de soleil pâle, tandis que sa propre vie restait suspendue dans la peur et les démarches juridiques. Elle ne se reconnaissait plus. Puis, un mardi après-midi, le capitaine Chloé Rousseau a frappé à sa porte d'entrée en portant 2 gobelets de café et un épais dossier en carton. « Vous avez une petite mine », a dit honnêtement Rousseau lorsque Camille a ouvert la porte. Camille a presque ri. « Ça se voit tant que ça. » Un peu. Rousseau est entré, a jeté un coup d'œil au babyphone sur le comptoir de la cuisine, puis a tendu un café à Camille. « Pour info, » a dit la policière, « ce n'est pas une critique. Toutes les jeunes mères ont l'air épuisées. La plupart n'ont juste pas une enquête pour fraude financière à grande échelle en même temps. » Camille a eu un sourire fatigué pour la première fois depuis des semaines. Rousseau s'est assise à la table de la cuisine et a ouvert le dossier lentement. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » À l'intérieur se trouvaient des photographies. Des femmes, d'âges différents, de villes différentes, d'horizons différents. Une à Bordeaux, une autre à Nantes, une à Lille, et une femme à Marseille tenant la main d'une petite fille. L'estomac de Camille s'est serré. Qu'est-ce ce que c'est? Des victimes? Rousseau a répondu doucement. Du moins celles que nous avons identifiées jusqu'à présent. Camille a baissé les yeux à nouveau. Chaque femme lui ressemblait d'une manière émotionnelle étrange, pas physiquement, mais spirituellement. Des visages doux, des yeux confiants.
Des femmes qui avaient l'air de s'excuser trop vite et d'aimer trop profondément. Combien, a chuchoté Camille. Nous comptons encore. Rousseau s'est adossé à sa chaise. Maxime Renard a construit des relations entières autour de manipulations financières, de fausses identités, de fausses entreprises, de faux investissements, de fausses dépendances émotionnelles. Camille fixait les photographies et la petite fille. L'expression de Rousseau s'est légèrement assombrie. C'est sa fille. Camille a levé les yeux brusquement. Quoi? Elle a 14 ans. Elle vit à Marseille avec sa mère. Camille s'est de nouveau sentie malade. Il les a abandonnées, elles aussi. Rousseau a hoché la tête lentement. Quand l'argent est venu à manquer. La cuisine a soudainement semblé plus froide. Camille a regardé vers le babyphone par lequel Léo dormait à l'étage dans son berceau, ignorant que la vie de son père s'était brisée à travers la moitié du pays comme du verre éclaté. Il va faire ça toute sa vie, n'est-ce pas, a murmuré Camille. Rousseau n'a pas répondu immédiatement. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Pas si vous nous aidez. Camille a cligné des yeux. Comment ça? Nous avons suffisamment de preuves pour des accusations d'escroquerie financière, a expliqué Rousseau. Mais nous pensons qu'il y a des opérations plus vastes liées à lui, blanchiment d'argent à l'étranger, faux comptes d'investissement, réseau d'usurpation d'identité. Camille a froncé les sourcils faiblement. Je ne connais rien à ce monde-là. Mais vous le connaissez, lui, a corrigé doucement Rousseau. Camille a presque ri à nouveau. Non, a-t-elle dit amèrement. Il s'avère que non. Mais Rousseau a secoué la tête. Vous connaissez ses schémas, ses habitudes, ses routines. Vous savez ce qui le rendait nerveux. Vous savez quand il mentait. Camille est restée silencieuse parce que cette partie-là était vraie. Au cours des semaines qui ont suivi, la transformation la plus étrange de la vie de Camille a commencé silencieusement dans cette petite cuisine de banlieue. Au début, elle a simplement répondu aux questions. Puis elle a commencé à se souvenir de choses, de détails précis. Maxime paniquait toujours à l'approche de la déclaration d'impôt. Il changeait de téléphone tous les 8 mois. Il avait un jour conduit jusqu'à Genève pour une conférence qui n'avait duré que 3 heures. Il détestait le courrier papier et insistait pour que toutes les factures soient électroniques. Petit à petit, la police judiciaire a construit des chronologies autour de ses souvenirs. Rousseau a commencé à passer régulièrement, parfois officiellement, parfois en apportant simplement des repas à emporter parce qu'elle se doutait que Camille n'avait pas mangé correctement de la journée. Un soir, pendant que Léo dormait contre son épaule, Camille a ouvert une vieille boîte de rangement à la recherche de papiers de garantie. À la place, elle a trouvé une enveloppe cachée glissée sous d'anciens documents de prêt immobilier. À l'intérieur se trouvaient 3 passeports, des noms différents, le même visage. Ses mains ont commencé à trembler violemment. Cette découverte a tout changé. En quelques jours, les enquêteurs ont découvert de multiples comptes liés au pseudonyme de Maxime. Des transactions cachées ont refait surface. Des transferts vers des comptes offshore sont apparus. Des sociétés écrans reliées entre elles à travers 3 régions différentes. Et pour la première fois depuis la salle d'accouchement, Camille a cessé de se sentir impuissante. Pas guérie, pas heureuse, mais déterminée. Un soir pluvieux d'avril, Rousseau est arrivé à la maison avec une urgence inhabituelle. Nous avons trouvé une autre femme, a-t-elle dit doucement. Camille a levé les yeux des vêtements de bébé qu'elle pliait. Vivante? Rousseau a hoché la tête. Elle affirme que Maxime l'a contactée 2 mois avant votre accouchement. Le sang de Camille s'est glacé. Quoi? Il préparait une autre identité. Camille s'est assise lentement. Même après son arrestation. Même en prétendant être son mari, Maxime préparait déjà sa prochaine victime. Quelque chose a basculé en elle à ce moment-là. Pas du chagrin, pas le cœur brisé, mais de la colère, une colère pure et concentrée. Pendant des semaines, Camille s'était noyée dans l'humiliation, remettant en question son intelligence, ressassant chaque mensonge qu'elle n'avait pas su reconnaître. Mais soudain, elle voyait la vérité clairement. Maxime avait survécu parce que les femmes se blâmaient elles-mêmes plus vite que le monde ne blâmait les hommes comme lui. Cette prise de conscience l'a endurcie. À partir de ce moment, elle a cessé de s'excuser pendant les interrogatoires, a cessé de minimiser son instinct, a cessé de s'effacer pour mettre les autres à l'aise. Elle a appris la terminologie financière, a examiné les preuves, a siégé dans des réunions avec les juges d'instruction tout en berçant doucement Léo sur ses genoux, et chaque nouveau détail la rendait plus forte,
en particulier les enregistrements. Car finalement, les enquêteurs ont récupéré des fichiers audio supprimés de la sauvegarde cloud de Maxime. Un extrait durait moins de 30 secondes, mais il a tout changé. Camille était assise à côté du capitaine Rousseau dans le bureau de la PJ, écoutant au casque pendant que la voix de Maxime emplissait la pièce. Si elle s'effondre émotionnellement après la naissance, disait-il avec désinvolture, la maison devient plus facile à récupérer. Camille a fermé les yeux. Rousseau a mis l'enregistrement sur pause. Pendant un long moment, aucune des deux femmes n'a parlé. Puis Camille a retiré le casque avec précaution et a regardé par la fenêtre du bureau vers la ligne d'horizon sombre. « Il pensait que je resterais brisée », a-t-elle dit doucement. Rousseau a hoché la tête une fois. « Ce qu'il n'a pas compris », a poursuivi Camille, « c'est que des femmes survivent à des choses comme lui tous les jours. » Dehors, la pluie tapait régulièrement contre la vitre, et pour la première fois depuis la salle d'accouchement, Camille ne se sentait plus comme la victime de sa propre histoire. Elle sentait que la tempête tournait enfin. Au moment où Maxime Renard est entré au palais de justice de Lyon en septembre, l'affaire qui l'entourait avait pris une ampleur bien supérieure à un simple cas de fraude locale. 3 autres juridictions avaient ouvert des enquêtes. 2 anciens associés commerciaux avaient accepté de coopérer. Les analystes financiers avaient découvert près de 4 millions d'euros déplacés via de fausses sociétés de conseil, des comptes d'assurance vie falsifiés et des sociétés écrans liées à des identités volées. Mais malgré tout, Maxime est entré dans la salle d'audience en souriant. C'était la partie que Camille n'oublierait jamais. Pas de l'arrogance exactement. De la confiance. La confiance d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à échapper aux conséquences. Le tribunal de grande instance sentait légèrement le bois poli et le vieux papier. Les journalistes se pressaient près du poste de sécurité en bas tandis que les avocats avançaient d'un pas vif dans les couloirs en marbre, portant des porte-documents pleins à craquer et des gobelets de café intacts. Camille était assise à côté du capitaine Chloé Rousseau à l'extérieur de la salle 4B, tenant fermement le sac à langer de Léo sur ses genoux. Même si Léo lui-même était en sécurité avec Sophie à la maison, le sac la réconfortait. Il lui rappelait pourquoi elle était là. « Vous êtes prête ?» a demandé doucement Rousseau. Camille a regardé ses mains. « Non », a-t-elle admis honnêtement. Puis elle s'est levée quand même. À l'intérieur de la salle d'audience, Maxime a à peine réagi lorsque Camille est entrée. Il était assis à côté de son avocat, portant un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la mensualité du prêt de Camille. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, son visage plus émacié après des mois de détention provisoire. Mais ses yeux restaient exactement les mêmes. Froid, contrôlé, observant tout. Pendant un instant étrange, Camille s'est souvenue de la première fois qu'elle l'avait rencontré lors d'un gala de charité à Annecy, 6 ans plus tôt. Il avait porté son manteau jusqu'à la voiture pendant une tempête de neige et avait parlé doucement de son désir d'une vie de famille tranquille un jour. Ce souvenir ne faisait plus mal. Il la dégoûtait. L'avocat de la défense de Maxime a adopté une approche agressive dès le début. Leur stratégie était évidente. Faire passer Camille pour une femme émotionnellement instable, dépassée, peu fiable. Une femme souffrant de dépression postpartum confuse qui avait mal compris des finances complexes. Au début, cela a presque fonctionné. L'avocat de la défense parlait de manière fluide, prudente. « Madame Laurent, a-t-il dit lors du contre-interrogatoire, vous vous remettiez de votre accouchement pendant beaucoup de ces événements, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Vous étiez sous traitement médical par moment ? » « Oui. » « Vous étiez en détresse émotionnelle ? » Camille a fait une pause. « Oui. » L'avocat a hoché la tête lentement, comme pour susciter de la sympathie. « Et votre mari a demandé un test ADN parce qu'il croyait sincèrement que l'enfant pouvait ne pas être le sien. » La salle d'audience est devenue très silencieuse. Camille a regardé vers Maxime. Il a soutenu son regard calmement, dans l'attente. Même maintenant, il voulait qu'elle ait honte. Elle a réalisé cela soudainement avec une clarté parfaite. Il ne voulait pas la vaincre, il voulait l'humilier, car la honte fait taire les gens bien mieux que la peur. Camille s'est redressée lentement à la barre des témoins. « Non », a-t-elle dit doucement. L'avocat a souri poliment. Mais c'était la préoccupation qu'il avait exprimée. « Non », a répété Camille. C'était sa stratégie. Un léger frémissement a parcouru la salle d'audience. Le sourire de l'avocat s'est légèrement crispé. « Madame Laurent, êtes-vous en train de suggérer que mon client a délibérément fabriqué des inquiétudes concernant sa paternité ?» Camille s'est tournée vers le tribunal.
puis elle a répondu avec la voix la plus calme dont elle était capable, « Je dis qu'il a regardé son propre fils nouveau-né, 3 minutes après sa naissance, et m'a accusé de l'avoir trompé parce qu'il pensait que l'humiliation me rendrait plus facile à contrôler. » Le silence. Un silence pur. Même l'avocat de la défense a hésité. Et pour la première fois de la matinée, Maxime a eu l'air irrité, juste brièvement, mais Camille l'a vu. Le réquisitoire du procureur a été dévastateur par la suite. Un témoin après l'autre a démantelé la vie que Maxime avait construite à coups de mensonges. Un expert comptable a expliqué le système des sociétés écrans. Un analyste numérique a détaillé les signatures falsifiées et les transferts financiers manipulés. Des femmes de la région bordelaise, de Nantes et de Lille ont témoigné en visioconférence à propos de relations étrangement similaires à celles de Camille. Le charme. La dépendance émotionnelle, l'enchevêtrement financier, la trahison. Une femme a pleuré en décrivant comment Maxime avait disparu après avoir vidé le capital d'essai de son défunt mari. Une autre a admis avoir failli perdre la garde de ses enfants après qu'il eut détruit son crédit et se fût évaporé. Camille a observé le tribunal attentivement pendant chaque témoignage. Au 3e jour, plusieurs magistrats et jurés ne regardaient plus Maxime avec curiosité. Ils le regardaient avec répulsion. Pourtant, le moment le plus fort est arrivé de manière inattendue. Maître Dubois, l'avocat général, s'est levé devant la cour, tenant une transcription imprimée. « Monsieur le Président », a-t-il dit. Le ministère public souhaite introduire comme preuve des enregistrements audio récupérés dans les archives cryptées du prévenu. Maxime a enfin réagi visiblement. Pas de la panique, mais de la tension. Son avocat a immédiatement fait objection, bien sûr, arguant du contexte et de l'admissibilité de la preuve. Le juge l'a rejeté. Camille a senti son pouce accélérer. Dubois a appuyé sur un bouton. La voix de Maxime a rempli les haut-parleurs du tribunal. Claire, calme, cruelle. Si elle s'effondre émotionnellement après la naissance, disait-il avec désinvolture, la maison devient plus facile à récupérer. Personne n'a bougé. L'enregistrement a continué. Elle me fait totalement confiance, de toute façon. Une deuxième voix masculine a ri doucement. Puis Maxime a ajouté la phrase qui a détruit la moindre once de sympathie restante dans la pièce. Les femmes comme elles le font toujours. L'audio s'est terminé et soudainement, toute la salle d'audience a semblé plus froide. Camille n'a pas regardé Maxime immédiatement. Elle a regardé l'assemblée. Une femme âgée dans le fond a lentement retiré ses lunettes et a dévisagé le banc des accusés avec un dégoût visible. Un homme plus jeune a secoué la tête imperceptiblement. Quelqu'un dans le public a chuchoté « Mon Dieu ». Alors seulement, Camille s'est tournée vers Maxime. Pour la première fois depuis la chambre d'hôpital, il avait l'air incertain. Pas plein de remords, pas désolé, juste en colère que le contrôle lui échappe. Le verdict est tombé 2 jours plus tard. Coupable de multiples chefs d'accusation d'escroquerie, usurpation d'identité, abus de confiance et blanchiment d'argent. Maxime n'a montré presque aucune émotion pendant la lecture des peines. Mais Camille a remarqué le minuscule mouvement dans sa mâchoire à chaque fois qu'une nouvelle condamnation tombait, comme des fissures se propageant dans le béton. Puis est venue la sentence, la prison ferme, suffisamment longue pour que Léo devienne un homme avant que Maxime Renard ne soit un jour libre. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se pressaient sur les marches sous les flashs des appareils photo et le vent froid de l'automne. Camille a failli les éviter. Puis elle s'est souvenue de l'enregistrement. Les femmes comme elles le font toujours. Alors, au lieu de s'éloigner, elle s'est avancée vers les micros. La foule s'est tue immédiatement. Un journaliste a posé la question évidente en premier. Madame Laurent, qu'est-ce ce que ça fait de voir la justice rendue aujourd'hui? Camille a réfléchi attentivement avant de répondre car la vengeance, avait-elle appris, était rarement le moment théâtral et criant que les gens imaginaient. La vraie vengeance était plus silencieuse, plus profonde. Je ne me sens pas victorieuse, a-t-elle dit honnêtement. Je me sens libre. Les caméras restaient braquées sur elle. Camille a continué. Pendant longtemps, je m'en suis voulu d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Mais les prédateurs survivent parce que les gens bien supposent que l'honnêteté existe toujours dans le monde. Ce n'est pas une faiblesse. Sa voix a légèrement tremblé, puis s'est stabilisée. La honte appartient à la personne qui manipule la confiance, pas à celle qui l'a offerte sincèrement. Quelque part derrière les journalistes, le capitaine Chloé Rousseau a souri faiblement. Puis une autre voix a appelé le nom de Camille.
Brigitte Renard. La mère de Maxime se tenait près des marches du palais de justice, serrant un mouchoir en papier et tremblant. Elle avait l'air plus âgée maintenant, d'une certaine manière plus petite que la femme furieuse des messages vocaux. Camille s'est raidie instinctivement. Mais Brigitte s'est approchée lentement, les yeux rouges de larmes. « Je vous dois des excuses », a-t-elle chuchoté. Camille n'a rien dit. La bouche de Brigitte a tremblé. « Je savais que quelque chose clochait chez lui il y a des années », a-t-elle admis doucement, et j'ai continué à faire comme si de rien n'était. L'honnêteté de la démarche a frappé plus fort que ne l'auraient fait des excuses. Les larmes ont rempli les yeux de Brigitte. Vous et ce bébé méritiez mieux. Camille l'a regardé pendant un long moment. Puis, doucement, elle a hoché la tête une fois. Pas un pardon, pas une réconciliation, juste une reconnaissance. Parce que guérir ne nécessitait pas de rouvrir chaque blessure. Alors que les policiers escortaient Maxime vers le fourgon cellulaire, il a brièvement tourné la tête vers Camille une dernière fois. L'ancienne version d'elle aurait peut-être détourné le regard. Cette version-là ne l'a pas fait. Elle a soutenu son regard calmement tandis que le vent froid de Lyon balayait le parvis du tribunal. Pas de peur, pas de honte. Et quelque part derrière toute la douleur qu'il avait causée, Maxime a finalement semblé comprendre quelque chose. La femme qu'il avait essayé de détruire lui avait survécu. C'était le seul résultat qu'il n'avait jamais prévu. Un an après le procès, Camille Laurent se tenait sous des guirlandes de lumière dorée dans le gymnase de l'école primaire Jules Ferry, tandis que des enfants portant des couronnes de feuilles en papier couraient en riant entre des tables pliantes couvertes de crêpes et de citrouilles en papier crépon. À l'extérieur, la pluie d'octobre tapait doucement contre les vitres. À l'intérieur, la kermesse d'automne de l'école bourdonnait de cette sorte de bonheur ordinaire que Camille avait cru un jour avoir perdu pour toujours. Léo était assis sur sa hanche, portant un minuscule pull tricoté à la main par Sophie. Ses cheveux blonds bouclaient légèrement près de ses oreilles maintenant, et toutes les quelques minutes, il pointait du doigt avec excitation les autres enfants, comme s'il mourait d'envie de se joindre à eux, bien qu'il fût trop jeune pour comprendre les jeux. Camille a embrassé le côté de sa tête d'un air distrait. Un an plus tôt, elle était sortie du tribunal émotionnellement vide, physiquement épuisée, et terrifiée à l'idée de devoir reconstruire une vie qui avait été financièrement et psychologiquement démantelée pièce par pièce. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle était de nouveau debout. Pas parfaitement, pas magiquement guérie, mais honnêtement debout. Le rétablissement, avait-elle appris, ne se produisait pas d'un seul coup. Il arrivait silencieusement par la répétition, en payant les factures à temps, en dormant à nouveau des nuits complètes, en riant de manière inattendue pour de petites choses, en réalisant qu'on avait passé plusieurs heures sans penser à la personne qui nous avait blessés. La maison lui appartenait désormais. Après la condamnation, les équipes de recouvrement avaient réussi à récupérer une grande partie des fonds volés. Pas tout, mais assez pour stabiliser sa vie. Le prêt avait été renégocié. Les dettes frauduleuses avaient été effacées. Ses finances se redressaient lentement. Mais la chose la plus importante que Camille avait retrouvée était plus difficile à mesurer, son propre jugement. Pendant des mois après l'arrestation de Maxime, elle avait remis en question chaque instinct auquel elle avait fait confiance. Elle rejouait des conversations, cherchant de manière obsessionnelle les signes d'alerte manqués, se demandant si elle n'avait pas simplement été stupide depuis le début. La thérapie a changé cela. La maternité aussi. Parce que Léo dépendait entièrement d'elle, et les enfants ont cette étrange façon de forcer les adultes à revenir au moment présent. Les bébés se fichent de l'humiliation ou de la trahison. Ils ont besoin de chaleur, de biberons, de vêtements propres, de chansons pour s'endormir. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste. Camille est devenue cette personne chaque jour. Et en cours de route, elle a cessé de se définir par ce qu'on lui avait fait. Près de la table des rafraîchissements, Monsieur Dupont, le directeur, lui a fait un signe chaleureux. « Vous revenez à plein temps après les vacances de Noël ?» a-t-il demandé. Camille a souri. « C'est le plan. »« Eh bien, » a-t-il dit doucement, « les CE2 réclament de vos nouvelles depuis des mois. » Elle a ri doucement. « Je ne suis pas sûr que ce soit bon signe. » Saleste, a assuré Dupont. Les enfants savent qu'il les fait se sentir en sécurité. La phrase est restée gravée en elle après qu'il s'est éloigné. En sécurité. Pendant la majeure partie de son mariage, Camille avait confondu les apparences calmes avec la sécurité. Maxime comprenait cela. Les hommes comme lui le comprenaient souvent. Ils apprenaient à imiter la stabilité tout en créant silencieusement une dépendance en dessous. La véritable sécurité, a fini par réaliser Camille,
avait une apparence très différente. Elle était honnête, prévisible, gentille. Plus tard dans la soirée, alors que Léo dormait dans sa poussette près du mur du gymnase, une jeune femme s'est approchée de Camille avec hésitation. « Madame Laurent. » Camille s'est tournée poliment. La femme avait peut-être 27 ans, une alliance, des yeux fatigués, du mascara légèrement étalé comme si elle avait pleuré récemment dans des toilettes. « Je suis désolée de vous déranger, » a-t-elle dit rapidement. « Je vous ai juste reconnu à cause des journaux l'année dernière. » Camille s'est raidie automatiquement, une vieille gêne vacillant dans sa poitrine. Mais la femme a baissé la voix. « Mon mari contrôle tout notre argent, » a-t-elle murmuré. Chaque compte, chaque facture, et dernièrement. Sa gorge s'est serrée. Dernièrement, j'ai l'impression de perdre la tête. Camille l'a regardé attentivement. C'était à nouveau là. Ce même regard qu'elle avait vu sur les photographies que le capitaine Rousseau lui avait montrées en premier. Des femmes intelligentes noyées dans le doute parce que quelqu'un d'autre profitait de leur confusion. « Comment vous appelez-vous » a demandé doucement Camille. « Élodie. » Camille a tiré la chaise à côté d'elle. « Asseyez-vous, Élodie. » La jeune femme s'est assise lentement tandis que des larmes s'accumulaient dans ses yeux. Et pendant les 20 minutes suivantes, sous les décorations bon marché du gymnase et le son lointain des rires d'enfants, Camille a écouté. Vraiment écouté. Pas avec jugement, pas avec supériorité, juste avec compréhension. À cette époque, Camille avait commencé à faire du bénévolat 2 fois par mois dans un centre d'aide aux femmes à Lyon. Au début, elle parlait simplement de l'indépendance financière et de la prévention contre les fraudes. Puis, le travail est devenu quelque chose de plus profond, aider les femmes à reconnaître la manipulation avant qu'elles ne détruisent complètement leur estime de soi. La vengeance que les gens imaginaient impliquait généralement un effondrement dramatique, une humiliation publique, la douleur retournant parfaitement à sa source. Mais la vraie vengeance, a appris Camille, était souvent plus silencieuse que ça. La vraie vengeance consistait à devenir le genre de personne capable de sortir quelqu'un d'autre de l'obscurité à laquelle vous aviez vous-même survécu. Quelques semaines plus tard, à l'approche des fêtes de fin d'année, Camille a reçu une lettre postée depuis une prison. Elle a reconnu l'écriture instantanément. Son estomac s'est serré avant même qu'elle ne l'ouvre. Maxime. La lettre ne faisait que 2 pages. Pas d'excuses, pas de remords sincères, surtout des justifications déguisées en réflexion, le langage d'un homme qui essayait encore de contrôler la façon dont les gens se souvenaient de lui. Près de la fin se trouvait la vraie raison de la lettre. J'aimerais rencontrer mon fils un jour. Camille a fixé la phrase pendant un long moment. Par la fenêtre de sa cuisine, la neige du soir dérivait lentement sur la rue pavillonnaire tranquille. Léo était assis dans sa chaise haute à proximité, écrasant joyeusement des morceaux de banane contre son plateau pendant qu'une musique de dessin animé jouait doucement en fond sonore. Pendant un moment dangereux, la culpabilité l'a effleuré. Pas une culpabilité romantique, mais une culpabilité maternelle, la peur qu'un jour Léo puisse lui en vouloir d'avoir éloigné son père. Puis elle s'est souvenue de la salle d'accouchement, de l'accusation, de l'humiliation calculée, de l'enregistrement. Si elle s'effondre émotionnellement après la naissance, la maison devient plus facile à récupérer. Camille a plié la lettre soigneusement et l'a remise dans l'enveloppe. Certaines personnes confondaient le pardon avec l'accès. Ce n'était pas la même chose. Le lendemain matin, elle a envoyé une courte réponse par l'intermédiaire du conseiller pénitentiaire de Maxime. Léo est aimé, protégé et en sécurité. C'est suffisant. Après cela, elle s'est sentie étrangement en paix. Pas triomphante, pas en colère, simplement certaine. En décembre, la vie s'était installée dans une belle routine ordinaire. Des matins très tôt, les dépôts à la crèche, les réunions parents-professeurs, le café réchauffé 3 fois avant qu'elle ne le finisse. Sophie venait constamment, gâtant Léo sans vergogne et faisant semblant de ne pas pleurer chaque fois qu'il tendait les bras vers elle. Le capitaine Chloé Rousseau prenait de ses nouvelles de temps en temps, bien qu'avec le temps, leur conversation soit devenue moins axée sur les affaires judiciaires et plus sur la vie. Un après-midi neigeux, Rousseau a admis doucement en déjeunant, « Vous savez, la plupart des gens ne sortent pas de quelque chose comme ça en étant encore capables de faire confiance à qui que ce soit. » Camille y a réfléchi attentivement. Puis elle a baissé les yeux vers Léo qui coloriait près de la fenêtre du restaurant. « Je ne pense pas que la confiance soit le problème, » a-t-elle dit doucement. « Je pense que nous devons juste apprendre qui la mérite. » La veille de Noël, après que Léo se fut enfin endormi, Camille s'est tenue seule à côté du sapin dans le salon,
regardant les lumières colorées scintiller doucement sur les murs de la maison qu'elle avait failli perdre. Le silence semblait paisible maintenant. Aucune peur ne se cachait en dessous. Aucune manipulation n'attendait derrière les portes closes. Juste le calme. Elle a pensé à la femme qu'elle était autrefois, épuisée dans un lit d'hôpital, serrant son fils nouveau-né pendant que l'homme à côté d'elle essayait de briser son esprit avant même qu'elle ne puisse se relever. Cette femme-là croyait que sa vie prenait fin. Elle ne se doutait pas qu'elle ne faisait que commencer. Et quelque part très loin, derrière les murs de la prison et les portes verrouillées, Maxime Renard passerait des années à vivre avec la seule chose que les hommes comme lui craignent le plus, l'indifférence. Parce que la femme qu'il avait tenté d'humilier publiquement avait accompli quelque chose de bien plus puissant que la vengeance. Elle s'était construit une belle vie après lui.